RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et aujourd'hui, nous allons parler de handicap visible et invisible. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Très heureux d'accueillir autour de cette table nos invités. Je commence par Linton Kliss. Bonjour Linton. Bonjour. Alors vous êtes médiateur santé pair à la cellule qualité du CPN. Vous allez intervenir un peu en tant qu'expert et aussi que témoin dans cette émission. J'allais dire, puisqu'on va parler de handicap visible-invisible, vous êtes plutôt du côté du handicap invisible, pour que les gens le sachent, pour ceux qui nous écoutent. Oui, alors j'évolue à la cellule qualité du CPN. Je suis en charge de déployer les directives anticipées en psychiatrie au sein du CPN. Et je souffre actuellement d'une schizophrénie depuis l'âge de 19 ans. D'accord. Juste si on veut rappeler aux gens ce que c'est qu'être médiateur de santé pair, pour ceux qui découvriraient cette émission. Être médiateur santé pair, c'est quand on souffre d'un trouble chronique et qu'on se positionne pour être formé avec des équipes au sein d'équipes soignantes. Pour apporter un savoir expérientiel, un point de vue différent, un point de vue plus transversal aussi, et de traduction aussi de la symptomologie et aussi des différentes expériences de vie, parce qu'on a un point de vue différent. Bien sûr. Et qui peut être complémentaire à la fois pour les proches, à la fois pour les patients, les usagers et à la fois pour les équipes soignantes. Donc L'idée, c'est que finalement, vous êtes l'expert auprès du patient, dans ce sens que vous êtes vous-même un ancien patient. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire les choses. Et qu'en tout cas, vous vivez les mêmes choses. Alors, on vit alors avec un trouble psychiatrique, on vit pas exactement les mêmes choses, mais il y a des points justement il y a des points communs. Expert, je ne sais pas, ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'introspection, ça demande beaucoup de recul et d'autocritique aussi sur la manière qu'on peut être utile dans un service ou au sein par exemple de la cellule qualité où j'évolue. Moi, j'ai des missions plus transversales, plus de promotion, de politique, ou par exemple lié aussi à la certification des établissements, comme le stipule la Haute Autorité de Santé ou l'Union Européenne. On cherche vraiment à harmoniser les pratiques de soins pour qu'elles tendent vers un idéal de démocratie sanitaire. Très bien. Merci à vous d'être là ce matin. Pour nous accompagner également Christophe Dabesca, une voix que vous connaissez déjà un petit peu sur RCN. Bonjour Christophe. Bonjour patron. Alors Christophe, toi, on se tutoie dans la vie, donc on va se tutoyer dans cette émission. Toi, à l'inverse, donc tu es du côté du handicap visible. Malheureusement, oui. T'es en fauteuil, donc c'est ce qui fait que c'est effectivement visible. C'est ça. Et tu nous raconteras ton parcours tout à l'heure, et on va en parler évidemment dans cette émission. On va essayer de voir et de comprendre ce qu'on vit en commun quand on a un handicap qui soit visible ou invisible, et puis aussi les points un petit peu différentiels. À mes côtés, et je suis très heureux de te retrouver, Roman. Bonjour Roman. Pareillement, salut Thomas. Roman, pour ta part, tu travailles au CREPSI. C'est ça, le Centre Ressources Handicap Psychique. Voilà, et dans ce cadre-là, donc on prépare cette émission, vous préparez cette émission avec nous, et on est très heureux de t'accueillir à nouveau dans ce studio, Roman. Alors, vous le savez, comme à chaque fois, quand on aborde un sujet, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va poser des questions aux gens dans la rue pour un petit peu essayer de ressentir ce que les gens connaissent du sujet qu'on aborde. La première question que vous êtes allé poser, Roman, c'était du coup, si on vous dit handicap, à quoi pensez-vous ? Visible, invisible. Mental et physique. Il n'y a pas que les handicaps mentaux, les handicaps physiques. Alors déjà, pour en avoir vu un certain nombre, effectivement, c'est très compliqué, et il n'y a pas de place, et il n'y a pas de soins, et il n'y a pas de suivi, et on manque de tout. Voilà, on manque de tout. Ça a plusieurs sortes d'handicap, physique, moral, et qui ne se voient pas. Handicap, ça peut se présenter sous plusieurs formes, que ce soit physique ou mental. Mental, généralement, c'est ce qu'on voit le moins, et c'est quelque chose qui sont plus cachés et dont on se moque généralement plus, mais ça dépend. Disons que les deux se valent. À quoi je pense en handicap ? Je sais pas, handicapé physique beaucoup. Mental aussi. Après, j'ai travaillé dans un milieu où je fréquentais beaucoup plus d'handicapés mental que physique. Je travaillais dans la pénitentiaire. Et on avait beaucoup beaucoup plus de problèmes psychiatriques, mais ça, pour moi, ça fait partie d'un handicap aussi.
On entend beaucoup de choses dans ce micro-trottoir roman. En tout cas, tu vas nous le redire, mais le handicap mental est considéré par les gens dans la rue quand même. Ils le connaissent. Oui. Pardon. D'abord, parce qu'on pourrait peut-être rappeler une définition du handicap générale. C'est le mot à l'origine qui est utilisé dans c'est ce qui empêche quelqu'un ou quelque chose de développer, d'exprimer ou au mieux toutes ses possibilités ou d'agir en toute liberté. Ça, c'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales qui le dit. Alors, ce qu'on peut dire, les personnes interviewées ont parlé de handicap physique d'une part, ça c'est sûr, et ensuite ont employé plusieurs termes comme handicap mental, handicap moral, problème psychiatrique, qui ne se voient pas, pour le coup. Et quelqu'un évoque les difficultés qui accompagnent un handicap, qui font que ce n'est pas facile à vivre, à cause d'un manque de moyens pour la prise en charge qui permettrait de compenser les difficultés, donc les places de soins, le soin de façon générale, le suivi, etc. On voit bien que ces problématiques sont inhérentes à toute forme de handicap. Les combats sont souvent les mêmes. Oui, c'est ce qu'on va voir aussi ce matin, justement. Donc quelqu'un mentionne plus précisément le handicap mental et dit « on le voit moins, c'est plus caché, on s'en moque plus ». Donc qu'il est plus susceptible d'être stigmatisé. Donc ça, on en parlera aussi avec les deux invités. Les deux se valent, nous dit quelqu'un d'autre. Ça signifie qu'il n'y a pas de situation préférable, moins difficile à vivre, ou alors plus difficile à vivre. À partir du moment où cela entrave la vie, comme on l'a vu dans la définition, c'est là que le handicap apparaît, quoi. Donc on peut dire que le handicap, soit visible ou invisible, comme dit plus haut, c'est le même combat, il faut du courage à chaque épreuve. Bien, on reprendra cette définition du handicap, je la trouve intéressante. On en reparlera évidemment tout à l'heure. La deuxième question qui a été posée aux gens dans la rue, c'était, Roman. Pour le coup, c'était, pensez-vous qu'un trouble psychique puisse être considéré comme un handicap ? Je pense que c'est un handicap mental, mais pas physique. Il n'y a pas que les handicaps mentaux, les handicaps physiques. Alors déjà, pour en avoir vu un certain nombre, effectivement, c'est très compliqué. Et il n'y a pas de place, et il n'y a pas de soins, et il n'y a pas de suivi, et on manque de tout. Voilà, on manque de tout. Ça handicape la vie, on ait conscience. Ça peut handicaper, oui, ça qu'on va dire, ça embête la vie, ça perturbe la vie. Ça reprend un petit peu la définition, finalement, ce que dit cette dame. Oui, c'est vrai, le micro. C'est vrai, ça explique un peu ça, oui. Mais on a trouvé que les réponses ont été assez laconiques quand on a fait le micro-trottoir avec Ellie. Parce que ce qui handicape les personnes porteuses d'un trouble psychique est encore très mal connu, du fait notamment de l'invisibilité de ce handicap et de son invisibilisation dans la société. Mais après, cela dépend de la gravité du trouble psychique, à partir de quel seuil le trouble devient un handicap, quels seraient les critères. Et quelqu'un nous répond, c'est un handicap invisible, pour autant cela impacte la vie, cela perturbe la vie, donc, mais avec très peu d'éléments concrets, donc pour le coup, on n'a pas appris grand-chose dans ce micro-trottoir. Oui, c'est presque plus une projection éventuelle de ce que ça peut être. À part que les gens ne savent pas vraiment quoi dire sur la question. Donc ça, c'est intéressant quand même de ce point de vue-là. Le témoignage de Linton nous aidera, je pense, beaucoup dans ce sens. Et enfin, la dernière question qui a été posée dans la rue, c'était quelle différence feriez-vous, quel point commun voyez-vous entre les deux types de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles ? Un pont entre les deux, c'est pas obligatoirement nécessaire. En termes d'accès aux soins. Je pense que les accès sont différents. Les méthodes sont différentes, les traitements sont différents. Malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir les deux. Ça complique. Et là, il faut peut-être un pont entre les deux soignants. Je pense que pour l'accès aux soins, on reconnaît encore plus le physique que le mental, parce que le mental, c'est assez particulier, disons. C'est des choses que même si on sait c'est quoi comme maladie, parce qu'on l'a découvert, on a du mal à la comprendre, disons, parce que c'est très particulier. Alors que physique, on voit plus, on voit au niveau de l'os, on voit au niveau peut-être des nerfs, physiquement, concrètement ce qui se passe, alors que mentalement, on peut pas être dans la tête des gens, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et même si on a un accès aux soins qui de plus en plus avance, ça reste plus difficile, disons, de traiter une maladie mentale. C'est intéressant ce qu'on entend à l'instant. Encore une fois, cette invisibilisation semble rendre compliqué l'accès aux soins. Ouais, et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ce sont surtout les différences qui viennent à l'esprit des personnes interrogées, même si dans les deux cas, elles disent qu'il s'agit d'une maladie. Logiquement, le handicap physique se voit plus, on le voit quasi totalement, on le connaît plus, c'est donc plus familier. Quelqu'un résume la question en évoquant la question des différences d'accès aux soins, des méthodes et des traitements, c'est sans doute la même chose aussi là. Dans le domaine de la santé mentale, on a aussi accès à des soins.
Mais on voit bien que les hésitations chez les personnes interrogées, elles évoquent à la fois la difficulté de comprendre ce qui se passe chez quelqu'un concerné, entre guillemets, là je cite quelqu'un, c'est particulier, on a du mal à comprendre, c'est plus compliqué, on ne peut pas être dans la tête des gens, et la difficulté de soigner une maladie mentale ou psychique, c'est la même chose, c'est plus difficile à traiter. On voit bien le manque de matérialité, et ça c'est vachement important, parce qu'en fait les gens n'arrivent pas à percevoir le handicap de façon matérielle, de façon sensorielle. Et donc, les troubles psychiques, donc ça ne permet pas une bonne représentation, finalement, des difficultés que cela peut engendrer. Donc, la situation la plus difficile, c'est celle où la personne souffre de 2 types de handicap, à la fois psychique et physique. Une personne qui nous parle d'un pont entre les soignants est donc nécessaire. Ouais. Particulièrement, on entendait quand il y a les 2 handicaps, effectivement. Avant qu'on aille plus loin dans cette discussion, peut-être vos avis à tous les deux, Linton, Christophe, sur ce qu'on vient d'entendre. Linton, on a vu, on a plutôt ressenti ce côté, comme ça se voit pas, c'est dur d'en parler, c'est dur de comprendre. Et effectivement, ce que relevait Romain à l'instant, on n'est pas dans la tête des gens. Ça vous évoque quoi ? Ça m'évoque qu'il y a quand même des signes qui sont palpables. Déjà, quand on tombe malade psychiquement, on est déclassé socialement. C'est-à-dire que la précarité, elle commence déjà dans la tête et ça devient tout de suite beaucoup plus difficile à gérer son quotidien. Par exemple, du jour au lendemain, quand je suis tombé malade, j'ai commencé à avoir énormément de mal à ranger mon environnement, à tenir au propre mon environnement, à prendre des douches, à prendre soin de moi, avoir une hygiène de vie correcte. Ça se voyait vraiment au niveau... le changement se voyait physiquement aussi, avec mes cheveux qui n'étaient pas coiffés, les dents qui n'étaient pas brossées, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une accumulation en fait, de petits stigmates qui vont s'additionner et qui vont pouvoir montrer que la personne n'est pas en bonne santé mentale, en fait. Après, de là à dire qu'il y a un handicap... On peut traverser une mauvaise passe, comme tout le monde, une petite dépression passagère ou ce genre de choses. Mais quand ça s'enracine vraiment, ça on met plusieurs années à commencer à comme un muscle qui régresse chaque jour, à le remuscler. On va en reparler, et c'est vrai qu'effectivement, quand on parle de troubles psychiques, en plus, même pour la personne qui en souffre, comme il y a un temps de diagnostic qui peut être long, ça fait aussi que du coup, on peut avoir ce doute peut-être à un moment donné aussi, de savoir est-ce qu'on rentre dans une catégorie de handicap quelque part. On en reparlera avec vous, Linton, dans un instant. Christophe, sur ce qu'on a entendu à l'instant dans le micro-trottoir, des réactions ? Ah, moi, ça me fait marrer, ça me fait vraiment marrer. Les gens, ils sont pas éduqués au handicap, ça se voit tout de suite. Même les soi-disant spécialistes, ça me fait rire. Bon. Eh ben, on va essayer surtout de tirer un peu le fil de tout ça dans quelques instants, et on va essayer de bien réexpliquer ce qu'est le handicap. J'aimerais bien, on reprendra la définition, Roman, dans quelques instants. Mais avant, je vous propose qu'on écoute un titre que vous avez choisi, Linton. Attendez, je dis une bêtise, non, pardon. C'est Christophe avec ACDC. Linton sera après qu'on écoutera votre titre. Christophe, tu as choisi d'écouter Highway to Hell de ACDC. Alors, peut nous dire un mot pourquoi ? Parce que ça me fout la pêche, moi, le matin, quand je me lève, je mets ça et ça me met de bonne humeur toute la journée. Eh bien, écoute, à 10h13, on va se mettre de bonne humeur en écoutant ACDC, Highway to Hell sur RCN. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Une émission très rock dans la programmation musicale, vous l'entendrez encore dans quelques minutes. Restez avec nous parce qu'on vous prépare un son The Doors très très bien. En attendant, ce matin, et vous le savez, dans l'émission Full santé mentale, on parle de handicap visible et invisible. On a autour de cette table 2 témoins. L'un souffre d'un handicap visible, l'autre d'un handicap invisible. Linton et Christophe, merci à tous les deux d'être là. Je propose qu'on reparte un petit peu de la définition de ce qu'est le handicap. Romain, est-ce que tu veux bien nous relire la définition du handicap ? Alors moi, celle que j'avais, c'était donc le handicap, c'est ce qui empêche quelqu'un ou quelque chose de développer, d'exprimer au mieux toutes ses possibilités ou d'agir en toute liberté, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Je trouve intéressant cette dernière phrase quelque part de le handicap. Est-ce que c'est ne pas pouvoir jouir de toutes ses libertés ? Linton, cette définition, et après je vous demanderai, votre définition à vous, du handicap invisible. Justement, moi, dans le domaine psychiatrique, justement, l'enjeu, c'est qu'on perd un peu la citoyenneté active, on perd la dimension citoyenne,
pour se retrouver un peu à rendre des comptes et à la cité et à l'hôpital, avec la question du diagnostic qui est toujours très abstrait parce qu'on travaille sur de la matière abstraite à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une schizophrénie, on parle des schizophrénies et tous les troubles s'expriment différemment. Et en fait, l'enjeu justement, ça va être, comme disait Patricia Digan, une psychologue américaine, ça va être, pour moi, il y a 4 phases dans le handicap. Il y a la phase où on est le produit de sa maladie au début, il y a la phase de stabilisation, il y a le processus de rétablissement, on va commencer à se transformer, et quand on a atteint un équilibre, on peut commencer à envisager sa vie avec une nouvelle dimension citoyenne et une nouvelle dimension d'expressivité aussi, parce qu'il y a la question de l'expression, et aussi pouvoir poser des choix en étant clair et précis, le concept d'autodétermination. De pouvoir agir selon ses propres principes, ses propres lois, tout en respectant le cadre citoyen. Je rappelle, vous souffrez d'une schizophrénie. Hein. Oui. Ok, pour bien positionner les choses. Donc on entend effectivement cette définition que vous avez du handicap. Donc vous, c'est plutôt, enfin si j'essaie de bien résumer, c'est plutôt le rapport à la société quelque part qui est difficile dans votre handicap invisible. Quand on a un handicap, moi je ne parlerai pas d'un handicap invisible, mais d'handicap étouffé ou masqué, parce qu'en fait, c'est une question d'identité. C'est-à-dire que j'ai une identité qui est psychotique comparée à une identité, on va dire, plus normative. Et en fait, ça va biaiser mon rapport et mes relations avec les gens, parce que c'est comme un coming out lorsqu'on est homosexuel. C'est-à-dire qu'à quel moment on doit dire qu'on est souffrant d'une pathologie ? Est-ce que le moment où on se sent bien, ou est-ce que ça va apparaître lors d'une crise ou lors de bizarreries, de fluctuations et tout ça ? Donc c'est vraiment c'est très très compliqué, surtout que c'est pas enviable. Il y a le jeu des stéréotypes qui stigmatisent. Des fois on peut être apprécié pour des stéréotypes ou on peut être rejeté. Et en même temps on peut s'auto-stigmatiser aussi. On peut rentrer dans la haine de soi parce qu'on n'appartient pas on n'est pas avec les autres, on est tout seul. Et j'avais noté une petite phrase. Les troubles s'expriment donc de manière différente chez chaque personne. Et pourtant, bien souvent, on peut me réduire à mon handicap comme les autres personnes handicapées. Et c'est ça, en fait, qui est un peu l'enjeu, c'est que, comme pour toi, j'imagine aussi, Christophe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images d'Épinal dessus, alors que ça va s'exprimer, même une maladie physique, je pense, peut s'exprimer de manière différente, avec des comorbidités, ou si on n'a pas... Ça dépend du bagage qu'on a, en fait, aussi. Je trouve extrêmement intéressant, vous nous avez parlé d'une forme de coming out. Je trouve c'est très fort, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, votre handicap, c'est vous qui décidez à quel moment, finalement, vous le montrez ou vous le dites aux autres. Si je suis pas en crise. Mais c'est toujours délicat et il faut s'adapter à chaque situation. Des fois, on le fait trop vite, des fois, on le fait trop tard. Et ça peut être difficile dans les relations sentimentales ou même les relations amicales. On peut louper beaucoup de moments forts qu'on aurait pu partager avec des gens, tout simplement parce qu'on est en repli ou parce qu'on n'a pas l'énergie de se mouvoir. On va en reparler. Je me tourne vers Christophe. Cette même question sur le handicap, quelle définition tu poserais sur ton handicap, sur le handicap, alors que toi, effectivement, en plus, il est visible? Moi, je me sens pas handicapé. C'est les autres qui me voient handicapé, c'est pas moi. Voilà. Mais comment tu définis... On a parlé de cette privation quelque part de jouir de toutes ces libertés. C'est comme ça que toi aussi, que tu vis le handicap. Je reprends la définition, tu disais c'est une définition roman du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Voilà. Ah non, moi, alors je suis un jouisseur de la vie. Je me sens un peu décalé par rapport à toi, je suis désolé, parce que moi, j'ai vécu avec mon handicap, donc... J'ai pris ce postulat au départ et voilà quoi. C'est une mobilité adaptée que j'ai. Moi j'ai horreur du vocable personne à mobilité réduite. Moi, personne à mobilité adaptée. C'est deux choses différentes. Je note là quelque chose déjà d'une réelle différence. C'est que d'un côté on a Christophe, lui, c'est visible donc on sait qu'il souffre de handicap. Il n'y a pas cette notion à un moment donné, ça se verra peut-être, donc on en parle.
je vous laisse réagir. Hein. Je pose un peu les choses sur la table là pour qu'on puisse discuter et échanger ensemble. Qui de vous deux veut réagir à ce que je dis là ? Vas-y, réagis. Linton ? Oui, les enjeux sont différents. C'est ça. Puis c'est vraiment comment on construit son identité par rapport à son handicap, sans être réduit, comme tu disais, à ton handicap ou au mien. Et ça, c'est tout l'enjeu. En fait, je pense que c'est vraiment la manière de s'exprimer, la manière au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il y a la posture physique, il y a l'hygiène de vie, qui vont exprimer des choses sur nous, la manière dont on prend soin de nous, la manière dont on va articuler les pensées, la manière dont on va agencer nos vies, en fait, pour justement repousser le plus possible l'échéance d'être stigmatisé, mais ça arrive malheureusement assez souvent, et des fois c'est ça peut être de la stigmatisation positive aussi. Alors justement, je suis en train de me poser une question en vous écoutant tous les deux. Est-ce que quelque part, placer le mot de handicap, c'est pas déjà une stigmatisation ? Si, c'est ça, ça devrait trayer du vocable français, ça. C'est une catégorie qui a été faite pour justement mettre des gens dans des cases, mais en vrai, il y a autant par exemple de schizophrènes que de schizophrénie. Mais c'est vrai pour beaucoup de choses, en réalité. Pour plein de choses. Dès qu'on catégorise, on réduit à une essence un peu normée, normative. Hein. C'est vrai pour toutes les maladies chroniques aussi. Finalement, on porte tous des différences. Alors après, effectivement, il y a cette stigmatisation pour certains, comme ils sont visibles. Les gens, quelque part, portent déjà un regard différent. Christophe, je pose les questions et tu peux y répondre comme tu veux. On est là, la parole est libre. Est-ce que tu sens un regard des gens différent parce que tu es en fauteuil ? Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous, moi, c'est le regard qu'ils ont. D'ailleurs, je m'amuse à les provoquer des fois. Je lui dis, moi, j'ai de la chance par rapport à vous. J'ai trouvé mon handicap et vous le cherchez encore. Point. Et là, en général, ils disent plus rien après, tu vois. C'est la phrase qui tue. Linton, par rapport à ça ? Je pense qu'il y a justement, j'avais fait une petite métaphore de l'échelle pour quand on souffre d'un handicap psychiatrique. C'est-à-dire qu'on peut pas guérir parce que sinon, c'est-à-dire qu'on monte l'échelle jusqu'au bout. Par contre, si on tombe de l'échelle, on peut mourir ou sombrer dans la folie. Et sinon, c'est des stades de régression où on baisse pour s'approcher d'être le produit de son handicap et de sa maladie. Ou quand on monte, on se transforme et on se rétablit jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de bouger parce que le muscle est bien solide et bien campé sur l'échelle. Il y a beaucoup, en fait, à vous entendre, il y a une certaine force aussi à vouloir, quelque part, il y a les regards que les gens portent sur vous, mais vous aussi, ce que vous les portez sur vous-même. C'est important, le regard que vous portez sur vous-même. J'entends dans ce que dit Christophe, quelque part, il dit, moi j'ai de la chance, je sais déjà de quoi je souffre. C'est ça. Et ça, c'est du coup, ça te permet, toi, de te libérer du poids de ces regards. Linton, vous disiez, parfois, on a des périodes où le regard se porte parce qu'on est dans une phase, je sais pas comment on dit, psychotique, c'est ça ? Ou du coup, il y a des... De crise ou de moins bien, je sais pas comment ça s'appelle, ça dépend de l'humeur. Ouais. et où d'un seul coup, ça devient un peu plus visible. Oui, justement, on en parlait tout à l'heure, par exemple... J'avais mis des différents exemples. Par exemple, à force par exemple de consommer des cigarettes, les mains peuvent être jaunies par la nicotine. Si le traitement n'est pas adapté, par exemple, la pupille va pas être au centre des yeux. Ou par exemple, en cas d'alcoolisme aussi, les alcooliques ont la pupille qui n'est pas au centre des yeux. Et il va y avoir beaucoup de petits marqueurs comme ça qui vont s'ajouter et qui vont s'effacer progressivement ou se rajouter selon les addictions que ça peut engendrer, selon l'hygiène de vie et tout ça. Donc c'est vraiment, pour moi vraiment la métaphore la plus concrète que je puisse donner de mon handicap, c'est que je dois me remuscler le cerveau tous les jours, sinon je reste au lit et puis je dors. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant quand je vous entends tous les deux. Il y a vraiment cette idée de dire c'est aussi un combat de moi à moi-même pour faire en sorte que ce handicap soit pas un handicap quelque part. C'est ça. Moi, je vis quoi, donc j'avance et puis bon, ceux qui veulent me suivre, ils me suivent, ceux qui veulent pas, ils restent à quai. Pareil pour vous, Linton. Après, moi, j'ai pas le même rapport au regard des autres parce que je considère que les autres nous façonnent autant qu'on peut façonner les autres.
Et justement, le but, ça va être finalement quelque part de pas être la victime de son environnement, mais essayer de produire de l'environnement le plus possible pour poser des bases saines. Parce que l'environnement, quand on a une maladie psychique ou même, j'imagine, une maladie somatique, c'est le meilleur médicament possible pour commencer à aller bien. Très bien, très intéressant. Je vous propose qu'on écoute The Doors pour continuer et on continuera nos échanges après. On va aller voir un petit peu aussi d'un point de vue de tout ce qui existe dans la société par rapport et que vous vivez au quotidien, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mais avant, on va écouter ce titre que vous avez choisi, Linton. Ça s'appelle Being Down So Long, c'est ça ? Oui, ça veut dire être au fond du trou et c'est la politesse du désespoir version blues. Et donc ce titre, pourquoi vous l'avez choisi ? Je vous pose la même question que j'ai posée à Christophe il y a quelques minutes. Parce que c'est la politesse du désespoir. Et il le chante sous la douche. Oui. Je peux vous dire qu'il n'a pas que chanté sous la douche, il nous l'a chanté tout à l'heure aussi, avant qu'on vienne dans ce studio. Et je lui disais même, je sais pas si on va passer la musique ou si vous n'allez pas le chanter vous-même. Allez, on écoute The Doors maintenant sur RCN. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, on parle handicap visible et invisible. Nous accompagne, et je vous remercie à tous les deux. Linton, vous êtes médiateur santé père, je le rappelle, à la cellule qualité du CPN, et vous souffrez d'un trouble de la schizophrénie. Donc plutôt le côté handicap invisible, si on doit mettre des cases. De l'autre côté, j'ai Christophe Dabesca. Christophe, qui est bénévole aussi à RCN. Et toi, tu souffres d'un handicap physique. Tu es donc en fauteuil aujourd'hui. C'est ça, sans mon moteur parce que je pouvais pas passer dans la neige. Voilà. Alors, pour dire quelques mots, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant de comment se passe la vie au quotidien quand on est porteur d'un handicap, qu'il soit visible ou invisible. C'est-à-dire, je parle de notre vie en société. Christophe, je vais commencer par toi, et parce que, encore une fois, tu es sur la partie dont on parle souvent, c'est l'accessibilité quand on est en fauteuil, c'est tout ça. Comment ça se passe le quotidien, ton quotidien à toi ? Il faut toujours anticiper en fait. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver n'importe quoi, une rampe qui descend pas dans les bus, il faut toujours anticiper. En fait, quand tu es handicapé physique, il faut que tu sois le roi de l'anticipation, que tu t'y connaisses dans les lois juridiques, etc., etc. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut parler de ça. Tu dis qu'il faut s'y connaître dans les lois juridiques. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Parce que il faut toujours que tu prouves à l'administration que tu es handicapé, en fait. C'est-à-dire que tous les 5 ans, tu es obligé de refaire des tas de dossiers pour toucher quelques malheureuses primes. Enfin, primes. Ce qui te permettent de vivre. Il faut toujours que tu prouves que tu es handicapé, que tu voilà. En France, quand tu es handicapé de naissance, ça risque pas de s'arranger, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est ce que je reproche à l'administration française. Il faut toujours que tu prouves. Moi, par exemple, quand tu as un dossier à la MDPH, par exemple, il faut que tu la renouvelles tous les 5 ans. Mais je leur dis, mais j'ai pas été à Lourdes entre-temps. Oui, il n'y a pas eu un changement catégorique d'un seul coup. Un changement. Mais tu es tout le temps en train... Il faut que tu prouves aux gens. Voilà. Et pareil, moi, j'ai commencé à faire de l'école inclusive en 1974. Et là, il fallait que je prouve aux gens en Meuse que c'était possible, quoi. Parce que c'était le premier. Juste ce que tu appelles l'école inclusive, pour que les gens comprennent bien. Que tu sois avec des gens dits normaux. Moi, j'ai été le premier handicapé à le faire en Meuse. Voilà. C'est-à-dire que ton parcours au départ, c'était plutôt d'aller vers des écoles où il y avait des gens en situation de handicap. Non, j'y suis jamais allé. Oui, mais le parcours classique que tu aurais vécu, c'était ça, si t'avais pas été dans l'école inclusive. C'était ça, mais moi, ma mère, qui était enseignante, ça aide, a refusé ce style de truc. Et on a monté notre petit truc entre nous, tu vois. Et après, on a amené ça à l'éducation nationale. Donc, ils ont vu que ça marchait. Ça marchait, ils pouvaient plus l'arrêter, ça enclenchait. Alors que maintenant, ça part du haut. C'est-à-dire ? Alors que nous, chaque famille ne peut pas prendre une initiative. L'éducation nationale est trop lourde. Pour leur expliquer que c'est faisable, c'est tout un parcours. Moi,
tous les ans, je passais, par exemple, devant une commission de l'éducation nationale pour savoir si je troublais pas la classe, si j'étais capable de suivre, tout ça. Donc tu vois, par exemple, il m'avait mis dans une sorte de clisse. Mais je faisais les devoirs de toute la classe, tu vois. Donc après, ils m'ont dit, bon, il faut que tu passes ton certificat d'études, parce qu'avec mon âge, on le passait encore, en Meuse, on le passait encore. Mais il faut que tu sois bien classé. Bon, j'ai terminé 4e sur 300 et quelques. Je leur ai dit, ça vous suffit, là. Bon, après, ils m'ont remis dans un système normal. Si j'écoute ce que nous dit Christophe, c'est que c'est un vrai parcours du combattant pour essayer d'avoir la vie la plus normale possible. C'est ça. Puis, il faut avoir une famille qui tienne la route. Et une famille qui tient la route, c'est important ça. Mais là, il y a aussi avoir accès aux droits. Et là, c'est son témoignage à Christophe, c'est exploser la fourmilière, parce que 74, l'école inclusive, c'est ça. Je pense qu'on était très loin de ça, et c'est ça exactement. Ouais. Mais moi, tous mes copains sont valides. Oui. Je cherche pas à... moi, là où j'ai le plus souffert, c'est quand on m'a remis... quand il n'y avait plus de lycée accessible, tu sais, en Meuse, que j'étais obligé d'aller à l'EREA de Flavigny, là, j'ai souffert. Là, voir des handicapés tous les matins, ça ne me convenait pas, moi. Je vais me tourner maintenant vers Linton. On entend ce combat au quotidien pour finalement faire respecter ses droits, pour pouvoir accéder à l'école inclusive. Vous, de votre côté, votre parcours, c'est quoi ? Comme je suis tombé malade à 19 ans, je suis tombé la veille, j'allais commencer une 3e année en théâtre à l'université de Lorraine. Et ça a été pendant 3 ans, j'ai dormi. J'ai eu de la chance d'avoir une famille très soutenante et qui ne me vampirisait pas et qui arrivait à me gérer malgré, parce que quand on tombe malade, quand on est en comment le dire, un peu en décalage avec les autres et qu'on a vraiment besoin de s'exprimer, on peut vampiriser un peu ses proches. Et finalement, on a réussi à trouver un bon équilibre. J'ai beaucoup dormi et puis un jour, je me suis levé. Et j'ai été stabilisé, donc j'ai commencé à me refaire une santé sociale, à essayer de retrouver une vie sexuelle et sentimentale comme les gens de mon âge, en fait. Et puis après, ce qui a été compliqué, c'est que je suis allé très vite. Donc vers 25-26 ans, j'ai commencé à travailler pour les brasseries de la UIM. Et j'ai travaillé à Vendeuvre principalement. Et c'était une très très bonne expérience parce que j'ai compris qu'il fallait que je travaille de mes mains avant de faire travailler mon cerveau pour me rééquilibrer et réapprendre à être coordonné, à avoir de la méthodologie, à être plus pragmatique aussi. Mais ce que je déplore un petit peu, mais ce qui est normal, c'est qu'on attend de moi que je sois tout le temps en bonne santé, alors que dans une maladie chronique, mes proches me mettent un peu la pression quand je vais moins bien. Et je suis systématiquement obligé, par exemple, d'expliquer, que ce soit à mon psychiatre ou à mes proches, ou même à certains soignants, quelques fois, que ça fait partie de la maladie, que je peux pas être au top de ma forme tout le temps. Mais et puis c'est d'essayer de trouver un équilibre. Mes parents sont encore très soutenants, ils m'aident encore énormément. Je pense que ça sera plus ou moins un peu des bonnes périodes, des phases de galère toute ma vie, et c'est comment on équilibre tout ça. Moi, j'arrive pas à anticiper en fait les situations parce que je ne sais jamais d'un jour à l'autre si je serai en forme. Et qu'est-ce que ça te fait, ça, justement, que ce soit un peu fluctuant et qu'il y a des jours où ça va très bien, le lendemain ça va moins bien? C'est dur à vivre Tant que j'arrive à faire... J'ai cité une phrase de Goethe que j'aime bien, c'est quel est ton devoir, ce que chaque jour exige de toi. Et des fois, il faut réduire les attentes et des fois, il faut les augmenter selon les périodes. Et c'est très frustrant. Ça peut être très frustrant, mais on finit par s'y faire. Et le but, c'est d'avoir un rythme et une structure, au moins se lever, sortir dehors une fois par jour, c'est déjà une grande victoire, que ce soit pour aller au travail ou juste pour aller acheter une denrée alimentaire. On entend encore une différence. Christophe nous dit, moi, c'est beaucoup d'anticipation, parce que le handicap, il l'a finalement quotidiennement. Vous, pour votre part, Linton, comme vous disiez, un jour, ça va fonctionner, puis le lendemain, moins. Donc, difficile d'anticiper. Faut moduler les attentes et être indulgent. C'est vraiment faut pas avoir pitié de soi, il faut juste être indulgent et c'est vraiment, ça fait partie du rétablissement. C'est très très compliqué à appréhender
Et par exemple, de savoir faire la différence entre si on a un mauvais caractère le jour-là ou si on est le produit d'une humeur ou d'une chute psychique. Donc c'est toujours compliqué, mais une fois qu'on arrive à faire la différence, généralement, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et puis on s'accepte mieux. Tout n'est pas parfait. Je voudrais qu'on revienne sur le parcours du combattant, MDPH, ce genre de choses. Oui. Vous-même, aujourd'hui, vous êtes inscrit à la MDPH. Comment ça se passe ? Alors moi, j'étais inscrit à la MDPH de mes 20 ans à mes 28 ans. J'ai eu des problèmes plutôt organisationnels parce que je travaillais en même temps que je touchais la hache. Ils m'ont dit, vous toucherez plus la hache parce que maintenant vous êtes en mesure de travailler. Et le problème, c'est que j'ai été un peu endetté parce que j'ai mal fait mes calculs de droit avec la hache et j'ai un peu déploré que la MDPH ou la CAF ne propose pas d'accompagnement dans ces cas-là pour le travail, que ça soit pas plus accessible. Parce que c'est un vrai bins administratif au bout d'un moment, surtout quand on est psychotique, généralement l'administration et la psycho ça fait deux. Donc faudrait plus d'inclusivité à mon sens dans les démarches professionnelles. Et surtout, ce que je déplore aussi, c'est que il faut quand on tombe malade psychiquement, au moins 4 ou 5 ans de repos avant de commencer à ne serait-ce envisager que de travailler. Il y a tout à revoir. On peut reprendre ça. C'est quoi ? C'est la MDPH qui dit ça ? Non, ça c'est ma pensée personnelle. D'accord, pardon. Ok. Ma pensée personnelle, je trouve parfois que dans les hôpitaux ou même les proches, c'est une des sources de stigmatisation les plus grandes, je trouve, c'est l'accès au travail, alors que la personne n'est même pas encore stabilisée. Oui, il faut beaucoup de temps pour se rétablir et commencer à aller mieux. Rien que ça met du temps. Et c'est vrai qu'effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est que les gens ne voyant pas, parce qu'encore une fois, c'est très peu visible, peuvent ne pas comprendre. Il y a une incompréhension à ce moment-là vis-à-vis des gens qui vous entourent. Oui, ou même, par exemple, quand je touchais la hache à 20 ans, et j'avais des proches qui déploraient le fait qu'ils touchaient 100 € de plus avec leur salaire en travaillant. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que je traversais. Ouais. Donc c'était un peu le décalage. Mais ce qu'il faudrait, c'est aussi que la MDPH comprenne qu'il faut soutenir les personnes en situation de handicap d'origine psychique qui sont en travail à les maintenir dans l'emploi. Oui. Et ça, c'est important parce que la personne qui va perdre son emploi et qui aura plus de ressources avec la hache ou ce genre de location aura des soucis, quoi. Donc j'entends qu'il y a un vrai boulot à faire du côté de la MDPH quand même, si je vous écoute là, Christophe. Alors moi, pour vous le dire simplement, si je devais travailler en ce moment, je travaillerais. Je laisserais tomber la hache, tout ça, parce que ça, c'est déjà d'entendre toutes les réflexions que tu as dit là, le style, toi tu travailles pas et tu touches plus que moi, mais moi je dis les gars, déjà. Et puis alors, puis aussi on me dit, tu payes pas d'impôts. Je dis, les impôts indirects, c'est quoi ? Je dis, la TVA, c'est quoi ? Ah bah oui, c'est des impôts. Je dis, alors on paye des impôts. Donc, il faut avoir de la répartie et les remettre droit. On entend aussi ce que tu dis. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne peux pas travailler parce que l'accès à l'emploi est difficile. Non, parce que déjà, vu mon âge, à partir de 55 ans, il faut savoir qu'un handicapé a le droit de prendre sa retraite. D'accord. À taux plein. Mais si tu pouvais, tu préférerais travailler... Ah oui, je travaillerais. Parce que j'ai voulu monter, par exemple, mon entreprise d'auto-entrepreneur pour aider les municipalités dans leur politique du handicap et tout ça, pour éviter... parce qu'ils n'y connaissent rien, il faut dire ce qui est. Donc je voulais les aider et j'ai même pas pu. Parce que sinon, si je faisais ça, mon âge disparaissait. D'un coup. Quel est l'accompagnement aussi du médical par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place pour vous simplifier la vie ? Est-ce que vous êtes accompagné vers les structures ? Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un accompagnement des médecins, des professionnels de santé et de soins ? Peut-être pour vous aider justement aussi à avoir accès plus facilement à la MDPH, à ce genre de choses. Moi j'ai décompensé dans la rue à l'âge de 19 ans.
Et puis après, je suis resté 3 jours chez une amie et je suis rentré chez moi. Donc, j'ai expliqué à mes parents que j'avais fait une overdose sous codéine. Et en fait, c'était une décompensation. Je ne savais pas la différence. Quand j'étais chez mon ami, j'avais appelé Médecins Sans Frontières, SOS Médecins. SOS Médecins. Ouais. Et il m'a dit que c'était que j'avais juste eu peur et que ça allait passer. Sauf que ça passait pas. Donc j'ai contacté une psychiatre qui m'a tout de suite prise en charge, qui m'a tout de suite donné des médicaments. Et au bout de 2 mois, avec la psychiatre, on s'est regardé et puis elle m'a dit ça n'a pas l'air d'évoluer. J'ai compris que j'étais atteint d'un trouble chronique. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que je suis resté plusieurs années avec cette psychiatre avant qu'elle me dirige vers un autre psychiatre qui est spécialisé dans la thérapie comportementale cognitive et qui m'a... Ce qu'on appelle aussi la TCC la pour TCC. les gens. Et qui m'a bien accompagné. Il m'a permis aussi d'aller en remédiation cognitive à Cure, qui m'a appris à mieux me connaître, à mieux saisir les concepts autour de la santé mentale. Et puis après, j'étais stabilisé, mais moi, c'était surtout l'environnement dans lequel j'étais. Il était très sain, donc il m'a permis vraiment de me rétablir à vitesse grand V. Sinon, pour la MDPH, j'ai eu la H vers mes 19-20 ans. Et c'était très compliqué à cette époque parce que d'un coup, j'avais beaucoup d'argent, moi qui n'avais pas eu beaucoup d'argent jusque-là. Et je l'ai un peu claqué par les fenêtres. Et ça m'a un peu... C'est-à-dire qu'il vous donne l'argent, mais il vous accompagne pas pour apprendre à le gérer en connaissant pourtant la difficulté que vous traversez. Non, ça m'a fait quelque part plus de mal que de bien. Mais c'était pratique quand je voulais avoir des projets. Mais par exemple, à chaque fois, j'avais des projets de colocation ou des projets d'emménager avec un tel ou une telle. Et ça ne marchait pas parce que je ne savais pas, je gérais mal mon argent, j'étais pas encore stabilisé et tout ça. Mais il faut bien avoir des projets dans la vie pour avoir des perspectives. Et il faut réessayer. Ça m'a coûté quelques relations, mais ça m'a permis d'en approfondir d'autres une fois qu'on a quitté une colocation et tout ça. Donc j'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours de soins. C'est plus mon environnement qui m'a façonné que le médical, même si le médical a été crucial, bien sûr, dans la prise en charge en libéral. Et il n'y a pas eu de structure type médico-sociale qui sont intervenues Non. Et pour vous, Linton, on l'entend, c'est vraiment l'environnement familial, amical qui vous a vraiment aidé. Christophe ? Moi, pour moi, le système médical, quand tu es handicapé et que tu veux te faire soigner, c'est une vraie catastrophe. C'est honteux. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, pour qu'on comprenne ? De toute façon, il y a aucune machine qui est adaptée au handicap, en fait. Aucune machine, c'est-à-dire par exemple, moi, je suis allé chez l'oculiste, chez l'ophtalmo. Il a fallu que je me mette sur mes bras pour arriver au niveau de la machine, tu vois. Bon, tu veux te faire soigner un cancer, t'as un examen à passer pour un cancer, le cancer colorectal ou tout ça, tu peux pas. Tu vas à la médecine préventive, c'est pas adapté. À l'époque où j'y suis allé, moi, j'aurais pu faire un truc sur Facebook, parce que c'était pas adapté du tout. Donc c'est honteux, je dirais. C'est honteux. Un handicapé qui veut se soigner, il faut qu'il s'y prenne à l'avance. Et c'est vraiment honteux. C'est une honte intégrale. On entend effectivement les difficultés. C'est fou de se dire qu'effectivement, pour un test oculaire, il faut se porter sur le bout des bras, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont en fauteuil et qui peuvent peut-être pas le faire non plus. Linton, je rajouterais juste aussi, moi c'est la même chose avec les médicaments. Je dois programmer tout mon planning parce que je prends une injection tous les 28 jours et je dois programmer mon planning à l'avance pour avoir le jour libre et pas me retrouver à péter au schnock pour ça. Donc toute ma vie s'organise une fois par mois autour de ma prise de médicaments, autour des rendez-vous que je ne peux pas manquer médicaux aussi, afin d'assurer un suivi, de ne pas inquiéter aussi mon psychiatre
ou mes proches. Donc c'est tout un programme à... Une charge mentale. C'est une charge mentale supplémentaire qui s'ajoute à diverses charges mentales liées à la pathologie aussi. On entend, je pense que même c'est un peu ce que nous dit aussi Christophe, quelque part quand il faut tout anticiper, tout ça, on sent qu'il y a une vraie charge mentale à porter. Aujourd'hui, vos situations, qu'elles sont en handicap visible ou invisible, vous avez ça qui est prégnant et qui vous accompagne au quotidien finalement. Il faut être costaud. Ouais. Alors, on va devoir se quitter là dans quelques secondes, mais je crois qu'on peut retenir aussi ce côté-là. Roman, je me tourne vers toi parce que on les écoute depuis tout à l'heure, et moi je trouve qu'il y a une force assez dingue qu'on entend de la part de ces deux messieurs. Et merci à vous deux d'être venus nous parler au micro. De rien. On sent qu'il y a cette volonté. C'est un combat tous les instants. Et un combat que vous portez fort. Et voilà, c'est très impressionnant de vous écouter tous les deux. On aurait adoré avoir plus de temps pour continuer à le faire. Merci en tout cas d'être venus nous donner prendre la parole ici et de la confiance que vous nous accordez à venir parler ici. Merci monsieur le diabétique. Merci beaucoup. Chacun son handicap. Exactement. Merci beaucoup Linton. Merci à vous. Merci Roman, nous on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. La thématique, je ne sais plus, tu l'as. Peut-être santé mentale et enfance. C'est possible. C'est possible. Et puis on va se quitter en musique parce qu'elle est dans le studio. Claire qui travaille au projet territorial de santé mentale, qui est coordinatrice, avait choisi le titre de David Bowie de Man Who Sold the World. Et c'est avec ça qu'on va se quitter. Belle fin de journée à tous sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org